Et si je vous disais que plus vous changez de l'heure, moins vous avez de chances d'attraper du poisson? Je sais, ça paraît totalement dingue, surtout le jour de l'ouverture où l'on a envie de tout essayer. Pourtant, passer son temps à fouiller dans sa boîte de pêche toutes les 10 minutes est sans aucun doute le pire réflexe que vous puissiez avoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fâche, une habitude que l'on a presque tous eue un jour au bord de l'eau. Je vais vous prouver pourquoi cette manie de jouer aux chaises musicales avec vos leurres ruine vos ouvertures. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder votre boîte de pêche d'un œil totalement différent. Et surtout, vous allez comprendre la vraie raison pour laquelle le gars d'à côté enchaîne les touches pendant que vous refaites vos nœuds. D'ailleurs, soyez honnête, combien de leurres différents avez-vous accroché au bout de votre ligne lors de votre dernière sortie sans rien prendre du tout? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. On va voir qui détient le record. Il faut bien comprendre pourquoi ce sujet est si crucial pour nous, les passionnés. L'ouverture, c'est le jour le plus attendu de l'année. On a passé des semaines, voire des mois à arpenter les rayons des magasins, à acheter les dernières nouveautés japonaises, les couleurs fluo, les imitations ultra réalistes. On arrive au bord de l'eau avec une pression énorme sur les épaules. Il faut faire du poisson, et vite. C'est là qu'interviennent les fameuses croyances populaires et les conseils de l'ancien temps. On a tous entendu ce vieux dicton qui dit que si le poisson ne mord pas au bout de 3 lancers, c'est que la couleur n'est pas la bonne. Alors on tombe dans le panneau. On s'imagine que le brochet ou le cendre attend sagement au fond de l'eau qu'on lui présente le modèle exact qu'il a choisi sur le menu du jour. Cette illusion nous pousse à répéter inlassablement la même erreur, année après année, ouverture après ouverture, en croyant que la solution se trouve dans la boîte en plastique, alors qu'elle se trouve en réalité dans l'eau qui est devant nous. Imaginez la scène un instant. C'est le grand matin de l'ouverture. La brume matinale flotte encore doucement sur la surface de la rivière, l'air est frais, presque piquant, et le silence n'est brisé que par le chant lointain d'un oiseau ou le clapotis de l'eau contre la berge. Vous êtes là, le cœur battant, avec cette adrénaline incroyable que seuls les vrais passionnés peuvent ressentir. Vous faites votre tout premier lancer. Le leurre fend l'air, atterrit avec un petit plouf parfait, et vous commencez votre récupération. Vous êtes concentré au maximum. Mais voilà, au bout de 5 ou 6 lancers complètement infructueux, le doute s'installe déjà dans votre esprit. Vous ramenez votre ligne, vous regardez ce pauvre morceau de plastique au bout du fil, et vous vous dites que ce n'est définitivement pas le bon. Vous ouvrez votre énorme boîte, une boîte qui ressemble plus à un rayon de magasin de pêche qu'à un outil de travail pratique. Et clac, vous coupez le fil, vous refaites un nœud minutieux, vous changez. C'est précisément ici que commence la grande illusion du leurre magique. Vous croyez sincèrement, ou plus profond de vous-même, que le simple fait de passer d'un poisson nageur vert pétard à un leurre souple blanc va soudainement déclencher l'apocalypse sous l'eau. C'est une erreur absolument monumentale qui va conditionner tout le reste de votre journée. Parlons maintenant d'un aspect purement mathématique que la plupart des pêcheurs choisissent royalement d'ignorer. Le temps perdu. À chaque fois que vous décidez de changer d'appât, vous devez ramener votre ligne, sécuriser la canne, ouvrir le sac, choisir le nouveau modèle, couper le fluorocarbone et refaire un nœud de raccord ou ouvrir une agrafe récalcitrante avec les doigts gelés. Mettons que cela vous prenne environ 3 minutes à chaque fois, et je suis gentil. Si vous faites cela toutes les 10 minutes, sur 1 heure de pêche, vous passez près de 20 minutes à regarder vos mains au lieu de regarder l'eau. Sur une journée complète de 8 heures de pêche à l'ouverture, c'est plus de 2 heures que vous passez littéralement hors de l'eau. 2 heures, c'est le quart de votre journée. Le meilleur leurre du monde ne prendra jamais aucun poisson s'il se trouve dans votre main ou dans votre sac à dos. Pendant que vous bataillez avec vos pinces et vos agrafes sur la berge, le carnassier qui était en train de chasser juste devant vous a largement eu le temps de passer son chemin. Le temps de pêche effectif est la clé absolue de la réussite, et changer de matériel en permanence est le meilleur moyen de saboter ce temps précieux. Le troisième point fondamental concerne le rythme et la concentration. La pêche au carnassier,
surtout lors des journées difficiles comme l'ouverture où la pression est forte, requiert de se mettre dans une sorte d'état second. C'est une véritable transe. Vous devez sentir le moindre petit caillou sur le fond, la moindre vibration suspecte, le moindre changement de courant dans votre canne. Vous devez construire une carte mentale du fond de l'eau. Lorsque vous passez votre temps à interrompre votre action pour farfouiller dans vos affaires, vous brisez totalement cette dynamique de concentration. Vous repartez de zéro à chaque fois. Vous perdez la mémoire musculaire de la profondeur, vous oubliez à quelle vitesse exacte vous rameniez juste avant. C'est comme essayer de lire un livre passionnant, mais en fermant le bouquin et en changeant de pièce toutes les 2 pages. Vous ne rentrerez jamais dans l'histoire. Pour comprendre comment les poissons réagissent ce jour-là, vous avez besoin de continuité et de constance dans votre approche, pas d'une série d'interruptions chaotiques et frustrantes qui vous déconnectent totalement de votre environnement aquatique. Il est grand temps de s'attaquer de front au mythe persistant de la couleur parfaite. On a tous ce copain qui jure que ce jour-là, les brochets ne prenaient que sur du jaune fluo avec des paillettes rouges et rien d'autre. C'est un raccourci intellectuel que notre cerveau adore utiliser pour justifier un échec ou un succès soudain. La réalité scientifique et comportementale est bien différente. Sous l'eau, la perception des couleurs change radicalement avec la profondeur, la turbidité de l'eau et la couverture nuageuse. Ce que vous voyez rouge vif dans votre main paraît souvent gris ou marron terne à 2 mètres de fond. Les carnassiers ne sont pas des critiques d'art, ce sont des prédateurs opportunistes. Ce qui déclenche leur instinct d'attaque, ce n'est pas le pantone exact de votre plastique, c'est avant tout la taille de la proie, la silhouette qu'elle découpe à contre-jour et surtout les vibrations qu'elle émet en se déplaçant. En vous acharnant à chercher la bonne couleur dans votre collection, vous passez totalement à côté du vrai problème qui est presque toujours un problème de présentation et de vibration dans l'eau. Revenons un instant sur l'état d'esprit des carnassiers le jour spécifique de l'ouverture. C'est un contexte très particulier qu'il ne faut pas négliger. Depuis les premières heures de l'aube, les poissons entendent des bruits de pas lourds sur les berges, des portières de voitures qui claquent et, surtout, ils voient défiler des centaines de morceaux de plastique vibrants au-dessus de leur tête. Le milieu aquatique est soumis à un stress intense et soudain. Dans ces conditions de surpêche ponctuelle, présenter un nouveau modèle bariolé toutes les 5 minutes ne fait qu'ajouter à la cacophonie générale. Les poissons méfiants finissent par s'éduquer très vite et par se caler sur le fond pour laisser passer l'orage. Dans cette situation, la régularité et la discrétion deviennent vos meilleurs alliés. Un pêcheur qui insiste intelligemment sur le même poste avec un leurre neutre, en variant subtilement sa récupération, aura 1000 fois plus de chances de tromper la méfiance d'un vieux brochet solitaire que celui qui lui balance un catalogue entier de formes et de couleurs agressives sur la tête en l'espace d'une demi-heure. Il y a un autre aspect invisible mais redoutable quand on passe son temps à bidouiller son matériel. C'est le bruit que l'on génère sans s'en rendre compte. L'eau est un conducteur de son exceptionnel, bien plus efficace que l'air. Quand vous posez votre canne brutalement dans les cailloux pour fouiller dans votre sac, quand vos grosses boîtes en plastique claquent, quand vous faites tomber votre pince multifonction sur le pont de votre barque ou sur la terre ferme, vous envoyez des ondes de choc directement dans la zone que vous essayez de pêcher. Imaginez la scène du point de vue du poisson. Le silence habituel est soudainement brisé par un vacarme métallique et des vibrations lourdes sur la berge. Le carnassier n'est pas idiot. Son instinct de survie lui hurle que le danger rôde. En voulant bien faire et en cherchant désespérément le leurre miracle, vous êtes en réalité en train d'alerter tous les poissons dans un rayon de 20 mètres de votre présence. Moins vous manipulez votre équipement, plus vous restez silencieux et plus vous fondez dans l'environnement naturel de vos futures prises. Parlons maintenant de la lecture de l'eau, qui est probablement la compétence la plus sous-estimée par le pêcheur moderne. En changeant de leurre en permanence, vous refusez inconsciemment d'accepter que le problème vient peut-être de l'endroit où vous lancez. Vous pensez que l'outil est mauvais, alors que c'est la zone qui est vide. Si vous lancez une merveille de technologie japonaise dans une baignoire vide, vous ne prendrez rien. À l'inverse,
Un simple bout de plastique mal coupé balancé exactement sous la bonne souche immergée déclenchera une attaque fulgurante. Plutôt que de perdre votre temps précieux à changer de modèle, utilisez ce temps pour observer. Regardez comment le courant tourne derrière ce gros bloc de pierre. Cherchez les cassures invisibles à la surface. Repérez les herbiers naissants ou les zones d'ombre créées par les grands arbres. La pêche, c'est avant tout un jeu de cache-cache géant. Le poisson est posté quelque part, et c'est votre job de le trouver. Si vous focalisez toute votre attention sur le contenu de vos boîtes, vous devenez aveugle à la rivière qui coule devant vous. Avez-vous déjà entendu parler du concept du leurre de confiance? C'est une vérité psychologique fascinante dans le monde de la pêche. Le leurre de confiance, ce n'est pas forcément le plus beau ni le plus cher, c'est celui avec lequel vous avez déjà pris du poisson par le passé. Et savez-vous pourquoi vous continuez à prendre du poisson avec? Parce que vous y croyez fermement. Quand vous attachez ce modèle spécifique, votre posture change. Vous pêchez mieux, vous êtes plus appliqué, vous animez de manière plus fluide, vous attendez la touche à chaque seconde. À l'inverse, quand vous accrochez un leurre par dépit, juste pour l'essayer parce que vous venez de le changer pour la 10e fois, vous le ramenez mécaniquement, sans y croire, comme un robot fatigué. Et les carnassiers ressentent cette absence de vie, cette animation bâclée. En changeant d'appât de manière frénétique, vous détruisez toute chance de construire cette fameuse confiance. Vous diluez votre concentration. Gardez un modèle que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Croyez en lui à chaque lancer, et la magie finira par opérer d'elle-même. Ceci nous amène à une règle d'or que les vieux briscards connaissent bien. L'animation primera toujours, absolument toujours, sur l'objet en lui-même. Vous pouvez posséder la reproduction parfaite, peinte à la main, d'une petite tablette en détresse. Si vous la ramenez de manière linéaire et ennuyeuse comme un bout de bois mort, elle ne trompera personne. En revanche, prenez un vieux bout de caoutchouc informe, mais animez-le avec le bon rythme. Faites-le tressaillir, donnez de petits coups de sillon imprévisibles. Laissez-le couler doucement sur le fond en relâchant la tension, puis faites-le repartir d'un coup sec comme une proie qui prend la fuite. C'est cette mise en vie qui déclenche l'agressivité et le réflexe de prédation. Le temps que vous passez à changer de modèle est du temps que vous volez à l'apprentissage de l'animation. Apprenez à faire danser ce que vous avez déjà au bout de la ligne. Exploitez toutes les capacités mécaniques de votre montage actuel avant même de penser à ouvrir cette maudite boîte en plastique. Soyez le marionnettiste, pas le spectateur. Voici un scénario classique que l'on a tous vécu. Vous ramenez votre ligne et juste devant vos pieds, un beau brochet suit votre montage jusqu'au bord, marque un temps d'arrêt, vous regarde, fait demi-tour et retourne tranquillement vers les profondeurs. Le réflexe immédiat de 99% des pêcheurs est de paniquer, de poser la canne en tremblant et de changer frénétiquement de leurre pour relancer un modèle différent en espérant le décider. C'est la pire chose à faire. Ce brochet n'a pas suivi parce qu'il détestait votre appât, bien au contraire, il a suivi parce qu'il était fortement intéressé. Ce qui lui a manqué pour ouvrir la gueule, ce n'est pas une autre forme ou une autre couleur, c'est un simple déclencheur d'attaque. En perdant 3 minutes à changer d'équipement, vous laissez le temps au poisson de se refroidir et de quitter la zone. La prochaine fois que ça vous arrive, gardez exactement le même leurre. Relancez immédiatement dans la même direction, mais changez radicalement votre vitesse. Faites une longue pause ou accélérez brutalement. C'est le changement de comportement de la proie qui fera craquer le prédateur, pas le changement de garde-robe. Il est crucial d'aborder la question de la profondeur, car c'est là que se joue 80% du succès à la pêche. Quand les pêcheurs changent de leurre, ils ont une fâcheuse tendance à changer horizontalement au lieu de changer verticalement. Je m'explique. Ils enlèvent un poisson nageur qui descend à 1 mètre de profondeur pour mettre un autre modèle d'une autre marque qui descend lui aussi à 1 mètre. C'est totalement inutile. Si les cendres sont collées sur le fond à 4 mètres de profondeur parce que l'eau est encore froide, vous pouvez faire défiler toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à 1 mètre sous la surface, vous ne prendrez jamais la moindre écaille.
La seule raison valable de changer de matériel, c'est pour explorer une couche d'eau différente. Avant d'accuser la couleur de votre équipement, demandez-vous d'abord à quelle profondeur évolue le poisson actif. Modifiez le poids de votre tête plombée. Laissez couler plus longtemps. Grattez le fond ou, au contraire, remontez vers la surface. C'est la géométrie de votre pêche qu'il faut modifier, pas sa peinture. Il faut aussi ouvrir les yeux sur le grand piège du marketing dans lequel nous tombons tous allègrement. L'industrie de la pêche a parfaitement compris comment fonctionne le cerveau humain. Ils savent que face à l'échec au bord de l'eau, nous cherchons des solutions matérielles à des problèmes techniques. Les catalogues regorgent de références inutiles, créées non pas pour attraper des poissons, mais pour attraper des pêcheurs dans les rayons des magasins. On nous vend l'idée qu'il faut un leurre spécifique pour le matin, un autre pour le midi, un pour l'eau claire, un pour l'eau trouble. Résultat, on se retrouve au bord de l'eau avec des sacs qui pèsent 10 kilos et on passe la journée à douter de notre matériel au lieu d'observer la nature. Se libérer de ce réflexe de changer toutes les 10 minutes, c'est aussi faire preuve d'indépendance d'esprit face à cette surconsommation. Accepter qu'une poignée de bons modèles bien choisis et bien animés suffisent amplement pour faire l'ouverture de sa vie, c'est franchir un cap énorme dans sa progression de pêcheur. Pensez également à la manière dont la lumière et la météo évoluent tout au long d'une journée d'ouverture. Vous arrivez tôt le matin, le ciel est couvert, la luminosité est faible. Vous peignez la bordure sans succès. Vers 10 heures du matin, le soleil perce soudainement les nuages et inonde la rivière de lumière. À ce moment précis, au lieu de changer votre leurre parce que vous pensez qu'il ne marche pas, vous devriez changer votre positionnement. Les rayons du soleil pénètrent l'eau avec un angle nouveau, créant des zones d'ombre sous les frondaisons ou derrière les piles de pont. Les carnassiers détestent avoir le soleil dans les yeux. Ils vont immédiatement se déplacer pour se poster dans ces nouvelles zones d'ombre. C'est là qu'ils vont tendre leurs embuscades. Si vous restez planté au même endroit en changeant bêtement de boîte, vous pêchez littéralement dans le vide. La nature change autour de vous. Adaptez vos déplacements à la lumière du soleil. Gardez votre ligne à l'eau et allez traquer les carnassiers là où ils viennent de se cacher. Je veux vous parler d'une technique psychologique très puissante que les compétiteurs utilisent souvent. La règle des 5 lancers supplémentaires. Quand vous ressentez cette envie irrépressible, presque maladive, de ramener votre ligne pour changer de montage, forcez-vous à vous arrêter mentalement. Dites-vous à voix haute. Je fais encore 5 lancers, mais je les fais de manière absolument parfaite. Concentrez-vous comme jamais sur ces 5 tentatives. Modifiez votre trajectoire d'1 mètre sur la gauche. Ralentissez la cadence de moitié. Laissez gratter le fond 1 seconde de plus. C'est presque magique de voir à quelle fréquence la touche intervient précisément lors de ces fameux 5 derniers lancers. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis une demi-heure, vous avez arrêté de penser à vos boîtes en plastique pour vous concentrer enfin sur votre technique pure et sur l'environnement immédiat. Vous avez poussé la logique de votre présentation jusqu'au bout et bien souvent, le carnassier qui observait votre manège finit par craquer sous la provocation. L'aspect psychologique de la pêche est fascinant et notre envie compulsive de changer d'appât révèle en réalité une grande anxiété. La pêche est par définition une activité où nous ne contrôlons presque rien. Nous ne voyons pas sous la surface, nous ne contrôlons pas la météo, la température ou l'humeur des poissons. Face à cette incertitude frustrante, particulièrement le jour de l'ouverture, où les attentes sont démesurées, le pêcheur cherche désespérément à reprendre le contrôle. Et la seule chose qu'il peut contrôler facilement, c'est ce qu'il attache au bout de son fil. Refaire son nœud et changer de modèle, c'est agir, c'est avoir l'illusion de prendre le problème en main. Mais c'est une action stérile. Le vrai contrôle ne s'obtient pas en fuyant dans ses affaires. Il s'obtient par la patience, l'abnégation et la persévérance. Maîtriser son envie de changer, c'est accepter que la pêche est un jeu de patience et que la touche récompensera celui qui sait insister intelligemment sur la durée. Plutôt que de regarder le fond de vos boîtes à chaque lancer, levez la tête et observez les signes que la nature vous envoie. L'environnement grouille d'informations cruciales pour celui qui sait ouvrir les yeux.
Regardez la surface de l'eau. Y a-t-il des chasses de petits poissons blancs près de la bordure? Voyez-vous des oiseaux aquatiques, comme les grèbes, plonger à répétition dans une zone précise, indiquant la présence massive de poissons fourrages? Remarquez-vous une ligne de démarcation sur l'eau, là où une eau boueuse rencontre une eau plus claire? Ce sont ces éléments géographiques et biologiques qui dictent le comportement des carnassiers. Un brochet se postera toujours là où la nourriture est facile d'accès, indépendamment de ce que vous avez au bout de la ligne. En passant votre temps à refaire vos montages, le nez baissé vers le sol, vous ratez tous ces signaux vitaux. La réponse à votre absence de touche ne se trouve jamais dans le plastique. Elle est écrite en gros caractères sur la rivière elle-même. Il y a une alternative formidable au changement de l'heure. C'est la modification radicale de la plombée ou de la dynamique de l'appât que vous avez déjà dans l'eau. Imaginons que vous pêchez avec un shad classique en caoutchouc souple sur une tête plombée. Au lieu de l'enlever pour mettre un modèle articulé ou un verre en plastique, gardez-le. Mais changez tout ce que vous en faites. Si vous le rameniez entre deux eaux de manière fluide, arrêtez. Laissez-le percuter violemment le fond sablonneux pour soulever un petit nuage de sédiments exactement comme une écrevisse ou un poisson fouisseur qui tente de fuir. Si vous rameniez vite, passez au ralenti extrême, à la limite du décrochage. C'est l'un des secrets les mieux gardés des guides de pêche professionnels. Un seul et même leurre peut offrir 5 ou 6 comportements d'évasion totalement différents si le pêcheur fait preuve d'imagination avec sa canne et son moulinet. Ne sous-estimez jamais la polyvalence de ce que vous avez déjà accroché à votre agrafe. J'aime toujours raconter l'histoire de ce vieux pêcheur solitaire que l'on croise parfois sur les berges. Vous savez, ce grand-père qui arrive sans sac à dos militaire avec une simple petite boîte qui tient dans la poche de sa veste délavée. Dedans, il a seulement 3 ou 4 vieux modèles abîmés, marqués par les dents des brochets, avec la peinture qui s'écaille. Pendant que les jeunes autour de lui comparent leurs boîtes remplies de centaines de références étincelantes en pestant contre le manque d'activité, lui, il lance inlassablement la même vieille cuillère ou le même vieux poisson nageur. Et c'est invariablement lui qui finit par plier sa canne en deux et sortir le plus beau poisson de la journée. Ce n'est pas de la chance, c'est l'aboutissement d'une vie de pêche. Il connaît la rivière par cœur. Il sait exactement à quelle vitesse son bout de ferraille coule. Il sait comment il tourne dans le courant. Et surtout, son leurre passe 99% du temps dans l'eau, pendant que les autres font du tri dans leurs bagages sur la rive. Alors, que devez-vous faire concrètement quand ça ne mord pas, au lieu de toucher à votre bas de ligne? La réponse tient en un mot. Bougez. Déplacez vos pieds. La mobilité est l'arme absolue du pêcheur moderne. Si vous avez peigné une zone pendant 15 minutes sans succès avec une belle animation, ne changez pas d'équipement, changez de point de vue. Faites seulement 10 grands pas vers la gauche ou vers la droite. Ce simple déplacement modifie totalement l'angle de votre lancer, la façon dont votre ligne coupe le courant et la présentation de votre montage par rapport aux obstacles immergés. Vous allez peut-être faire passer votre appât dans le dos de l'arbre mort au lieu de passer devant, surprenant ainsi un carnassier qui était à l'affût dans la direction opposée. C'est le principe de l'agression territoriale. En abordant le même poste sous un angle inédit, sans même changer de modèle, vous provoquez des réactions réflexes fulgurantes chez des poissons qui avaient totalement ignoré vos passages précédents. Pour réussir votre prochaine ouverture, je vous propose d'adopter un plan d'action radicalement différent et très strict. La veille de l'ouverture, choisissez seulement 3 ou 4 leurres en lesquels vous avez une totale confiance. Prenez-en un pour prospecter la surface, un pour gratter le fond et un pour chercher les poissons entre deux eaux. Mettez le reste de votre gigantesque collection hors de portée. Laissez-la dans le coffre de la voiture s'il le faut. Le jour J, vous allez vous forcer à ne pêcher qu'avec ces options limitées. Cette contrainte volontaire va produire un miracle psychologique. Au lieu de vous demander si vous avez la bonne couleur au bout du fil, vous allez enfin vous concentrer sur la manière dont vous pêchez. Vous allez marcher davantage, observer l'eau avec acuité, peaufiner vos animations et faire preuve de ruse plutôt que de compter sur la magie du matériel.
C'est une démarche difficile qui demande de briser ses vieilles habitudes confortables, mais c'est exactement de cette manière que l'on passe du statut de simple lanceur de plastique à celui de véritable traqueur de carnassiers. Pour résumer, la vérité de l'ouverture est dure à entendre, mais elle est implacable. Le meilleur leurre du monde, c'est celui qui passe le plus de temps dans l'eau, pas celui qui brille dans votre boîte. En comprenant que le changement compulsif détruit votre temps de pêche, brise votre concentration et vous aveugle sur les vraies clés de la réussite, comme l'animation, la profondeur et la lecture de l'eau, vous venez de franchir une étape décisive. Le moment le plus libérateur dans la vie d'un pêcheur, c'est quand il réalise enfin que ce n'est pas le matériel qui prend le poisson, mais bien le cerveau qui tient la canne. Ce petit changement d'état d'esprit va littéralement transformer vos futures sorties au bord de l'eau. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'il vous évitera de faire des nœuds pendant des heures lors de votre prochaine session. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à démonter avec nous les vieux mythes de la pêche et laisser un beau pouce bleu si le contenu vous a été utile. Avant de partir, j'ai une question cruciale pour vous dans les commentaires. Si vous ne deviez emporter qu'un seul et unique leurre pour toute la journée de l'ouverture, sans aucune boîte de rechange, lequel choisiriez-vous et pourquoi? On en débat tout de suite en dessous. À très vite, au bord de l'eau.